Une fois, c'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. Voilà. Voilà, alors ça interroge bien évidemment ces propos, professeur Christian Perron. Moi, ce que je retiens, et encore une fois, je dis, je ne suis pas professionnel de la santé, mais ce que je retiens, c'est qu'au fond, il est en train de nous expliquer que la crise n'était pas si grave et que de toute façon, le virus est en train de disparaître. C'est pas si grave pour l'ensemble de la population, en particulier les jeunes, mais c'est dramatique pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, les EHPAD, où il y a des taux de mortalité qui atteignent 30%. Donc, malheureusement, c'est une fraction de la population qui en est victime. Si on regarde les chiffres globaux, effectivement, l'épidémie n'a pas fait tant de morts que ça, mais c'est dramatique pour les gens qui sont victimes. C'est ça qu'il faut. Oui, mais ça, dans toutes les crises, c'est dramatique pour les gens qui sont victimes. Bien sûr. Mais est-ce qu'au final, parce que j'ai le sentiment qu'il relativise un peu cette crise, le professeur Raoult, est-ce qu'on a eu raison de prendre autant de mesures, de tout bloquer, d'arrêter l'économie mondiale, alors que là, le professeur vient et nous dit, regardez les courbes, et vous voyez, ça a été beaucoup moins violent Le problème, c'est que le pays n'était pas du tout préparé. Moi, parce que j'étais interpellé par des journalistes quand je présidais la commission des maladies transmissibles au Conseil de la santé publique. C'était en 2011. J'ai signé en tant que président un avis pour donner des recommandations aux autorités sur la gestion des stocks de masques. Quand on m'a interpellé, j'avais eu peur d'avoir dit des bêtises, j'ai relu l'avis et même les journalistes qui étaient pointilleux, qui cherchaient un petit peu les défauts, m'ont dit votre avis il était parfait, pourquoi il n'a pas été suivi? C'était juste les autorités devaient suivre les stocks, avoir une... Vous recommandiez de renouveler les stocks? Oui, de renouveler, que ça tourne, etc. Ouais. Si vous lisez l'avis, tout était... Mais vous êtes en train de me dire que si on avait eu des stocks de masques, si ces avis avaient été suivis, la crise n'aurait pas pris cette ampleur en France? Elle aurait pris beaucoup moins d'ampleur. Regardez en Corée où tout le monde avait des masques, ça n'a pas pris de l'ampleur. Et surtout les tests diagnostiques. Parce que... Mais vous vous rendez compte de la responsabilité pour les gouvernements, et je ne parle pas de ce gouvernement en particulier, je parle des gouvernements précédents, la responsabilité qu'ils ont. Vous êtes en train de dire en gros qu'il y aurait eu moins de morts si on avait eu le stock de masques nécessaires. Mon avis sur les masques était signé en 2011, et en 2011, il y a d'autres personnes dans les autorités de l'État qui ont dit les masques, on n'a pas besoin, on supprime le stock. C'est pas moi. Bon, après, là, quand le président parle des tests, on va avoir des tests pour déconfiner, envoyer tous les enfants à l'école, etc. Je dis attention, en France, on n'a pas suffisamment de tests. Pourquoi? Parce que nos autorités, conseillées par un groupe d'experts qui veulent que tout soit absolument prouvé avant de faire des recommandations, ont dit non, on ne peut pas faire des tests comme ça maison, il faut que ce soit des tests de l'industrie parfaitement certifiés qu'on aura dans 3 mois. En Allemagne, depuis le mois de février, vous vous rendez compte, l'hôpital de la Charité à Berlin dit voilà la recette pour faire la PCR. La PCR, c'est le nom un peu technique pour le test où on cherche le virus dans le nez. Voilà la recette de cuisine pour faire ça. Tous les hôpitaux allemands l'ont appliqué. Chacun dans leur hôpital ont fait la PCR maison, entre guillemets, un peu comme votre recette de cuisine. Ouais. Et ils ont testé toute la population allemande. Aujourd'hui, pour qu'on dise envoyer les enfants à l'école dans moins d'un mois, si on envoie les enfants à l'école comme ça, on va parler de l'école tout à l'heure juste. Mais vous êtes en train de m'expliquer quand même que cette gestion de crise, c'est un ratage complet. J'ai l'impression, parce que quand le président dit on va tester que les gens qui ont des symptômes, moi j'en ai rien à faire des gens qui ont des symptômes, j'ai pas besoin du test pour les diagnostiquer. Il faut diagnostiquer les gens qui n'ont pas de symptômes et renvoyer tous les gamins à l'école sans les tester avant. Les gamins, ils seront pas. Bon, peut-être il y aura une exception ou deux, on l'a vu, mais c'est pas eux qui vont être touchés, mais ils vont ramener le virus à la maison chez les parents, les grands-parents, et on peut là craindre une deuxième vague. Parce que quand Didier Raoult dit tout est fini dans quelques semaines, moi je crois qu'effectivement la vague de toute façon, elle est en train de retomber, on a moins de pression dans tous les hôpitaux, y compris à Paris, ça on le voit bien. Mais professeur, vous pensez qu'il a raison Didier Raoult là, quand il dit le virus va disparaître au printemps et c'est en train de... La première vague c'est sûr, après ce que je crains, et moi je ne suis pas Madame Soleil et personne ne peut prévoir, c'est un virus un peu différent des autres, peut-être qu'il peut y avoir une deuxième vague. Mais est-ce que le rebond risque d'être provoqué par le retour des enfants à l'école? C'est-à-dire que les gamins qui vont aller à l'école et qui vont rentrer chez eux, qui vont voir leurs parents, qui vont voir leurs grands-parents, est-ce qu'ils ne peuvent pas eux, involontairement bien évidemment, mais relancer la crise? Bien sûr, ça peut être favorisé. C'est pour ça qu'à mon avis, pour faire le déconfinement, il faut avoir des millions de doses. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des chercheurs, c'était dit publiquement, de l'INSERM, du CNRS, qui ont dit nous, on est capable de fabriquer ces PCR maison. Si plusieurs unités INSERM et CNRS en France le font, on peut avoir des millions de doses très vite pour tous les Français. Qu'ont dit les autorités? Ah non, on ferme les unités de recherche, juste allez nourrir vos animaux pour pas qu'ils meurent pendant la crise, et on ne vous donne pas l'autorisation de faire ces tests, parce qu'on veut des tests parfaitement certifiés. Et là, je dis, mais on hallucine, parce que ces tests, on ne les aura pas avant des semaines et des mois.
Faute du milieu scientifique qui s'auto-gère et qui règle ses petits comptes, etc. et qui pense pas Oui, mais finalement à la excusez-moi, c'est pas la faute du gouvernement, et on va pas câbler, on n'est Non, pas là mais pour je accabler le le dis. gouvernement, on est là pour dire les faits. En même temps, sur les plateaux télé, en tout cas ici en particulier, on a sans arrêt des pharmaciens, des médecins qui viennent nous dire il y a des masques. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à nous dire il n'y a pas de masques? Bah, Ah, mais- j'étais sur votre Pour le pla- grand public en j'étais sur votre particulier. plateau la semaine dernière, c'est un ministre comme Le Drian qui nous a annoncé que les masques arriveraient au mois de juin. Ouais. Donc quand Ben, il y a un truc qui va pas. bah, Il y c'est a un ça truc qui va colle pas. Quand le président nous dit on aura tous les masques qu'il faut pour déconfiner le 11 mai, et puis on sait que le stock de masques n'arrivera qu'en juin. Peut-être qu'ils ont des stocks cachés, je ne sais pas, mais il n'y a pas de transparence. Et puis moi, j'accuse pas le président Macron qui n'est pas médecin, mais qui est conseillé par des gens effectivement qui sont très technocratiques. Quand on dit qu'il faut un groupe placebo. Raoult, il a publié sur 1000 malades, il en a traité maintenant pas loin de 3000, 2600, 2800. Il a 98% de guérison chez les personnes les plus à risque, les personnes âgées qui meurent quelquefois à 30% dans nos EHPAD. Il a 0,5% de mortalité. Et il y en a qui continuent à dire « Ah ben non, c'est pas démontré ». Et quand le président ce matin dit « Oui, Raoult, c'est un grand scientifique, c'est très intéressant, mais il va falloir le démontrer dans des tests scientifiques ». Mais je dis là, on hallucine. Les tests, on aura les résultats quand l'épidémie sera terminée, qu'on comptera les morts. Alors justement, Emmanuel Macron va l'écouter puisque vous êtes en train de le citer. Il était ce matin donc chez nos confrères de RFI. En tout cas, il ose apporter son soutien au professeur Raoult. Il ose dire que c'est un grand scientifique, que c'est un grand chercheur. On écoute le président Emmanuel Macron et puis on en parle juste après. Alors, moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas spécialiste de maladies infectieuses comme le professeur Raoult, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je suis en effet allé voir pour comprendre et m'assurer que ce qu'il proposait était bien testé dans le cadre des essais cliniques. Nous n'avons aujourd'hui aucun traitement reconnu. Moi, mon rôle, et ce que j'ai fait en me rendant chez le professeur Raoult, c'est de m'assurer que ce qu'il propose, ce sur quoi il travaille, et c'est vraiment l'une de nos plus grandes sommités en la matière, rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essais cliniques, qu'on pouvait aller vite pour s'assurer, en tout cas regarder, avec des méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ça ne marchait pas. Donc aujourd'hui, la combinaison hydroxychloroquine, azithromycine, c'est une bithérapie que propose le professeur Raoult. Il faut qu'elle soit testée. Lui, donc, l'utilise et a son propre protocole. Il y a un protocole qui a été autorisé par les autorités compétentes à Montpellier. Et il faut qu'on avance, mais qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité. Je dis ça parce qu'il faut être très prudent. Et le président de la République française, il n'est pas là pour dire tel traitement est le bon ou n'est pas le bon. Mais mon devoir, c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement. Alors, professeur Perron, il a raison là-dessus, Emmanuel Macron. C'est pas lui qui va dire c'est le bon traitement, celui-là ou celui-là est le bon. Où je suis choqué, c'est qu'on attend encore le résultat des études. C'est aujourd'hui qu'il faut le recommander. 3000 patients traités, 0 accident cardiaque à Marseille, parce qu'ils sont prudents à Marseille. Moi, je peux vous dire que on a médiatisé dans le monde des accidents cardiaques avec l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine, parce que les deux peuvent cumuler le risque. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? On a hospitalisé beaucoup de patients à Garches. Il y en a qui arrivent qui ont reçu 0 médicament. Ils ont des problèmes cardiaques, des troubles de rythme. Ils ont le potassium bas dans le sang parce qu'il y a une atteinte rénale dans la maladie. Et cumulent tous les facteurs de risque pour avoir des problèmes cardiaques qui sont dus au virus Covid, mais pas. Alors évidemment, quand on rajoute des médicaments qui, depuis 50 ans, n'ont pas posé de problème, sauf de façon... Vous voulez dire ce traitement, on peut le donner, mais sous contrôle médical. contrôle, bien évidemment, j'ai bien compris, mais juste, excusez-moi de la question stupide Oui. sans doute, mais qui doit l'autoriser? C'est pas le président de la République qui va dire on donne ça. Qui va l'autoriser sinon? C'est le président? Bien sûr. Mais comment? Enfin, le président, c'est pas un scientifique. C'est le chef de guerre. Un chef de guerre n'a pas toutes les données. Mais lui, il vient de dire, c'est pas moi qui vais dire tel traitement est bon et tel traitement est pas. C'est le conseil scientifique. Le conseil scientifique est dans une rigueur qui est terrible, que je trouve criminelle, parce qu'on va attendre encore des semaines. Hier, il y avait 700 morts quand même dans une journée. Ça fait plus d'un mois, 5 semaines que j'alerte les autorités dans les médias en disant qu'il faut faire des stocks. Même si dans 15 jours, le président dit « Ah bah oui, tiens, l'étude de Montpellier est pas mal, on va commander ». Il n'y a plus de stock au niveau international. Même Sanofi, qui est quand même un fleuron de l'industrie française, ne produit plus l'hydroxychloroquine en France. Ils le produisent en Hongrie. Ils en produisent un peu au Maroc, mais le roi du Maroc a pris le stock. La Hongrie... On n'a plus de stock aujourd'hui en France. Ben non, et il y a 300 000, ce qu'a annoncé 300 000 doses, c'est rien pour des millions de Français. Et je sais que l'usine en Hongrie de Sanofi produit beaucoup, mais pour les autres pays, on n'a toujours pas commandé. Donc on va se trouver dans 15 jours, tiens, on va commander de l'hydroxychloroquine, ça a l'air pas mal. Donc vous êtes en train de me dire que même si on s'aperçoit là dans les prochains jours que c'est le médicament, enfin cette association de médicaments, cette bithérapie qui marche,
On les a pas. Ben, évidemment. Et ça fait. Trump, il est même. Trump, qui est un peu bizarre, mais là, il a réagi au quart de tour. Ça fait déjà plus d'un mois, 5 semaines, qu'il a raflé tous les stocks mondiaux. Il y a au moins 5 labos pharmaceutiques du monde qui ont travaillé pour produire des millions de doses pour les États-Unis. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est pessimiste? Ben, C'est-à-dire que même si on trouve, vous nous dites, on les aura pas pour tout le ben, monde. c'est comme les masques, on les aura après. C'est comme les tests, on les aura après. Vous êtes d'accord? Vous joignez à cet appel, Mais libérer parce les que, masques? moi, j'ai eu des appels au secours de directeurs d'EHPAD, des maisons de retraite ces derniers jours. Ils avaient une boîte de masques pour toute la semaine pour le personnel et tous les résidents. Et quand vous voyez ce témoignage que j'ai vu à la télé ces derniers jours d'une maison de retraite en plein cœur de Paris, un tiers des résidents étaient morts, un tiers du personnel était malade ou n'était pas revenu travailler parce qu'ils avaient peur. On a vu le témoignage horrible de personnes âgées abandonnées qui étaient plus nourries, plus soignées. Et il y avait des gens et des cadavres qui étaient là depuis 5 jours que les pompes funèbres n'étaient pas venus chercher en plein cœur de Paris. Alors qu'on sait qu'il y a peut-être un traitement qui pourrait sauver toutes ces personnes âgées. Et on va nous dire, oui, il y a peut-être un risque cardiaque une fois sur 1000. Là, j'hallucine, je ne comprends pas le manque de décision politique. Je ne dis pas de donner n'importe quoi, ça peut être fait sous surveillance médicale, on fait un électrocardiogramme, on vérifie le potassium, on vérifie les contre-indications. C'est ce qu'ils ont fait à Marseille. 0 accident cardiaque à Marseille sur 2800 malades. Parce qu'ils n'ont pas traité tout le monde. Dès qu'il y avait une contre-indication cardiaque, ils ont dit non, dans ce cas-là, on ne prend pas de risque. Et c'est la bonne solution. Professeur Perron, c'est aujourd'hui le seul traitement contre le Covid-19? Il y a le fameux remdesivir qui est d'abord de risque par voie veineuse, donc en cas de pandémie, c'est pas très pratique à utiliser. Il y a eu quelques cas sur une étude qui n'était pas très bonne, un peu internationale, qui a dit ouais, ça marche un peu, mais il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Donc je dis pas que ce produit sera pas intéressant, mais le temps qu'on ait le résultat de ces études et puis comment administrer par voie intraveineuse à des millions de gens, ça va être compliqué, même si jamais il marchait. Puis l'autre produit, là, le Caletra, il est toujours dans l'étude Discovery. Donc pour vous, c'est la bithérapie pour l'instant, on n'a que ça. du professeur Raoult. Et puis, comme quand vous avez 0,5% de morts à Marseille, regardez les cartes de France, on meurt beaucoup moins à Marseille qu'ailleurs. Je sais que ça dérange, sauf dans les régions où il n'y a pas de cas, parce qu'il y a des régions de France, heureusement, très préservées, il y a très peu de cas, donc pas beaucoup de morts. Mais vous êtes à l'hôpital, vous êtes à l'hôpital de Garches, donc vous donnez cette bithérapie, l'hydroxychloroquine. Mais on voit beaucoup moins de passages en réanimation, c'est évident. Et vous-même, vous constatez donc que ça marche? Oui. Et on fait gaffe, quelquefois il y a des contre-indications, on ne le donne pas à tout le monde quand il y a des problèmes cardiaques, on ne le donne pas aux gens qui ont des formes très bénignes, parce que quelquefois ils sont angoissés, ils viennent à l'hôpital, on dit peut-être qu'il n'y en a pas besoin chez vous. J'ai vu des jeunes qui avaient des problèmes cardiaques avant même qu'on donne le traitement, donc on a été prudents, qui viennent avec des potassiums bas dans le sang. L'autre jour, il y a le mari d'une amie médecin, il est médecin lui-même, qui est venu en consultation, il avait une forme pas trop sévère, on ne l'a pas traité, parce que si on fait une ordonnance, il n'y a plus d'hydroxychloroquine en ville. Il me rappelle 3 jours après, je suis aux urgences cardiologiques à la Pitié-Salpêtrière avec un trouble du rythme cardiaque sévère alors qu'il avait pris 0 médicament. Si jamais je lui avais donné l'hydroxychloroquine, on aurait dit « Ah, ce salaud de Perron, il est en train de le tuer ». Alors qu'on sait que maintenant que le virus peut donner des atteintes cardiaques et des troubles du rythme. On ne le savait pas il y a 15 jours, 3 semaines, on le découvre tous les jours. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'accidents cardiaques décrits dans le monde. Et c'est pour ça que je rejoins totalement mes collègues qui disent attention, pas d'automédication, il faut être prudent, faire ça sous surveillance médicale, pas de surdosage. Parce qu'il y a des gens en automédication, ils ont du plaquenil dans leur armoire, ils disent tiens, je vais en prendre la double dose pour... Donc là, on dit bien attention, pas d'automédication. Si vous en prenez, il faut que ce soit sous le contrôle d'un médecin, avec des examens. Mais moi, je suis désolé, depuis qu'on fait ces spéciales depuis plus d'un mois maintenant, quand j'entends votre discours, j'arrête pas de me dire je ne comprends pas. Voilà. Je comprends pas pourquoi il y a des professeurs, des gens reconnus comme vous, qui disent voilà, ça marche, allons-y, sous contrôle, bien évidemment, mais allons-y, et pourquoi on ne peut pas y aller? Parce que la médecine est tombée sous la coupe des méthodologistes depuis les années 80, au début du sida, en disant tout ce qui n'est pas démontré de façon formelle avec des canons de la science n'existe pas. Et ça demande des semaines pour montrer ça. Je ne dis pas qu'en période normale de paix, je dirais, on peut prendre son temps pour évaluer une nouvelle stratégie thérapeutique. Je trouve ça très bien. Mais là, on est en situation de guerre, des centaines de morts tous les jours. On nous dit, il faut attendre le résultat des études quand l'épidémie sera terminée. Mais ce qui veut dire que beaucoup de gens, on ne va pas dire tous, mais beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui auraient pu être sauvés? Bien sûr. Et c'est ça qui est choquant. Je peux vous dire, si vous faites un sondage auprès des médecins, il y a plus de 90% des médecins en France qui sont ulcérés, ils n'en peuvent plus. Ils disent, on nous empêche de donner le médicament qui peut-être marche. Je ne dis pas que c'est le traitement de miracle, enfin, comme quand on voit les données de Marseille et d'ailleurs, on est quand même impressionné. Et puis, on leur a donné l'autorisation d'utiliser le Rivotril, le produit qui peut un peu abréger les souffrances en fin de vie, qui était quasiment interdit pour les médecins généralistes. Alors, je ne suis pas contre les soins palliatifs. Si quelqu'un est en fin de vie, je suis d'accord pour l'accompagner. Mais
et ça a été reçu de façon très violente par les médecins. On nous interdit le médicament qui peut peut-être marcher, et on nous dit, OK, maintenant on vous autorise même par voie intraveineuse en ville, le médicament qui peut abréger les souffrances et la vie. C'était... je peux vous dire, moi, j'ai plein de copains médecins généralistes, ils ne comprennent pas. Et encore une fois, ce matin, il le défend et il dit Voilà. c'est un scientifique Et maintenant, reconnu. c'est à Véran de décider si oui ou non il libéralise la mise en place du chlorhydrine sous les réserves que vous donnez, c'est-à-dire les contre-indications à respecter et en même temps pas d'automédication et en même temps avoir des stocks suffisants et à dire bon ok, dans des formes à peu près qui commencent à évoluer vers la gravité, allons-y. Parce que l'avoir donné dans les formes graves, c'était une plaisanterie. On l'a C'était beaucoup un dit ici. protocole On l'a conventionnel. beaucoup dit ici. Et là où je suis pas d'accord avec vous, Christian, c'est quand vous dites il faut tester tout le monde. Comment voulez-vous tester tout le monde? Si j'arrive chez vous et que vous me testez que je suis négatif, qui vous dit que 48 heures plus tard, je ne vais pas l'attraper et donc vous allez me retester encore une autre fois, donc on n'arrêtera plus de tester. Quand je dis tester tout le monde, c'est tester de façon intelligente avec l'aide d'épidémiologie, de gens spécialistes de la méthodologie, pour tester tous les gens qui ont été autour de cas, tester des groupes Ah oui, c'est pas tous les Français. avant d'être mis en collectivité. Non, mais ça va quand même des grande millions partie. quand même. Hein. Ouais. Je voudrais qu'on prenne Éric Revel qui nous attend. Tant ce doute chez les parents. Professeur Perron, vous avez entendu maître Sabrina Kemel qui disait moi à ce jour j'ai pas très envie de remettre mes enfants. Est-ce qu'elle a raison? Je pense, oui. Alors après, Elle a raison. Oui. Mais il ne faut pas probablement prendre une décision nationale, une date pour tous. On est toujours très jacobin, il faut décider un seul truc pour tout le monde. On voit qu'il y a des régions hyper touchées, il y a des régions de France où il n'y a presque pas de cas. Il faut que ce soit géré différemment. Et rouvrir peut-être une école dans une région où il y a très peu de cas, avec prudence, pourquoi pas. La rouvrir de façon généralisée à une date un jour donné, c'est peut-être pas très prudent. Et dans les zones à risque, moi je le dis encore, il y a des unités INSERM CNRS qui étaient prêtes à fabriquer des millions de tests pour le faire. Il faut, moi, c'est mon avis, tester tous les gamins avant qu'ils rentrent dans l'école. Et c'est quelque chose qui est faisable. Comme ça, on saura si vraiment les gamins se transmettent ou pas, parce qu'il y a un débat scientifique là-dessus qui n'est pas tranché. Et on serait capable de le faire, comme on a un pays avec beaucoup d'industriels et d'équipes de recherche qui peuvent le faire. Mais n'attendons pas des tests certifiés d'industrie qui vont arriver dans 6 mois, alors qu'on va ouvrir les écoles là. Tous les pays qui ont maîtrisé l'épidémie, l'Allemagne et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis le mois de février, ils ont testé tout le monde, ils ont confiné. Ils n'ont pas confiné la population générale, ils ont donné un message de prudence, les gens ont été assez disciplinés. Ils ont confiné les personnes infectées, les gens qui n'avaient pas de symptômes autour, ils ont confiné les personnes à risque. C'est beaucoup plus efficace que de confiner tout le monde où ça stoppe totalement l'économie. Docteur Jean-Michel. Alors, professeur Christian Perron, je me tourne vers vous. Est-ce que les plus de 70 ans, selon vous, doivent rester chez eux et ne pas sortir après le 11 mai? Pour moi, ça me semble logique parce que ce sont les personnes les plus à risque dans la population. Si on commence à faire repartir certaines activités en population générale, il faut absolument que les personnes âgées soient isolées et surtout je sais que c'est très dur ce que je dis et triste, mais soient coupées des petits-enfants ou des jeunes qui peuvent les contaminer. Qu'est-ce que c'est la population âgée? C'est plus de 60, plus de 65, Alors, plus de 70? les taux de mortalité les plus élevés, c'est après 70 ans, puis ça augmente après 80 ans et encore plus. Donc en gros, on dit à peu près autour de 70. Quoi. Voilà, à peu près. C'est ça. Hein, mais il y a des gens de 70 ans qui sont très en forme. Ah ben, ça... Comment on fait la différence? Parce que vous avez des gens de 60 ans qui ont du mal, qui ont beaucoup de maladies, etc. Il y a des gens de 70 très en forme. Parce que dans le jargon médical, on appelle l'âge physiologique, c'est-à-dire qu'à 60 ans, 70 ans, il y en a qui ont quasiment une santé de quelqu'un de 40 ans, ouais. Et d'autres qui ont déjà plein de maladies sous-jacentes, diabète, cancer, des maladies chroniques avec des traitements immunodépresseurs qui les affaiblissent et qui peuvent, même à 60 ans, peuvent avoir l'état de défense de quelqu'un de 80 ans. Donc on ne peut pas généraliser. Mais quand je dis les personnes âgées, j'ajoute aussi les personnes plus jeunes qui ont tous ces facteurs de risque. Même la simple obésité, on voit, peut être un facteur de risque dans certains cas. Mais alors vous dites que ces personnes restent chez elles, c'est mieux pour leur santé, mais combien de temps? Ah ben ça, je ne peux pas dire, ça va être en fonction de la dynamique de l'épidémie. Moi, je pense... Non, mais ça peut se compter en mois? Je pense que la vague, on voit qu'elle est en train de redégringoler. Ça a dégringolé en Chine, ça baisse en Italie, ça va baisser chez nous. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est... Peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Il y a des épidémies, il n'y a jamais eu de deuxième vague. Il y en a eu. On ne sait pas trop aujourd'hui. Ce qui me fait peur, c'est la deuxième vague. Donc, il ne faut pas qu'encore nos personnes âgées soient victimes de cette deuxième vague. Dès que je repose ma question, professeur Perron, et je demande au docteur Cohen après, ça peut se compter en mois?
Moi, je ne sais pas, parce que peut-être que d'ici là, on aura plus de données, justement, les gens seront rassurés sur les traitements, on pourra peut-être donner des traitements préventifs, une petite dose d'hydroxychloroquine aux personnes à risque. Non, mais moi, j'y crois très sérieusement. Même en prévention, ça pourrait marcher. En Chine, par exemple, l'hydroxychloroquine est donnée pendant des années à des gens qui ont des maladies chroniques, sur une maladie qui s'appelle le lupus, par exemple. Et une équipe chinoise a montré que les gens qui avaient des lupus, qui prenaient de l'hydroxychloroquine depuis des années, en plein cœur de Wuhan, où il y avait l'épidémie flambait, il n'y a pas eu un seul cas de Covid chez ces malades. Alors là, vous savez, qu'en vous écoutant là, tout le monde va se précipiter pour avoir de l'hydroxychloroquine. Non, parce qu'il faut faire attention, si je dis, c'est sur surveillance médicale, parce que... Ils vont appeler leur médecin, ils vont dire, je voudrais de l'hydroxychloroquine. Si on peut le prendre en prévention, parce que moi, c'est la première fois que j'entends dire qu'on peut le prendre en prévention. Je suis prudent, je dis, ça peut être analysé, étudié de façon sérieuse. On perd beaucoup de temps, parce que ces données, elles sont déjà publiées depuis un certain temps. Moi, si... Je sais pas, je pense que dans des EHPAD, on pourrait très bien faire des essais sous surveillance avec un électrocardiogramme tous les jours, sous surveillance médicale, pour voir si ça marche. C'est tout. Je ne dis pas de le faire n'importe comment. À partir du 11 mai, est-ce qu'on va devoir porter des masques tout le temps? Est-ce qu'on va devoir porter des gants? Est-ce qu'on va changer nos habitudes d'achat? On l'a vu là, on ne peut même plus toucher les vêtements. Je ne sais pas comment on les essaye, mais en tout cas, on ne peut plus les toucher. Mais je pense qu'il y aura peut-être des changements de comportement dans la population, surtout aux périodes épidémiques hivernales des virus respiratoires, de la grippe et des autres, où je pense que c'est bien que les gens, d'un point de vue culturel, disent qu'il ne faut pas se serrer la main si on est en période d'épidémie, parce que la poignée de main transmet beaucoup plus de virus respiratoires que, en général, quand vous éternuez, que vous toussez, vous ne le faites pas dans la figure des gens, bon, ça transmet aussi. Mais souvent, on se passe la main sur le visage, on serre la main de tout le monde, et ça transmet énormément. Donc il va y avoir probablement des changements de comportement, que les gens prennent l'habitude de mettre un masque quand ils vont dans le métro, qu'ils sont enrhumés. Ce sera peut-être des bonnes choses. Les Asiatiques, on se moquait d'eux, mais finalement, on s'aperçoit qu'ils ont très très bien fait face à l'épidémie. Oui, et juste notre été sur la plage, où on est tous collés les uns contre les autres, sur la Méditerranée en particulier, c'est fini ça? Il faut agrandir les plages. sur la Méditerranée, c'est compliqué. Sur l'Atlantique, c'est plus simple. Mais c'est fini? Non, mais il ne faut pas... En tout cas, cet été, c'est mort? Pour cet été, je ne sais pas. On verra où en est le virus. Si le virus est parti, peut-être que ce sera bon. S'il est encore là, il faudra encore être prudent. Non, il y a un moment quand même, il faut dire que le vaccin